Bienvenue dans ce nouvel épisode de Préhistorex. À l'occasion des Journées du patrimoine, on retourne à Arzon visiter un monument mégalithique et pas des moindres, le cairn de Ptimont. Restez bien là, on se retrouve directement après le générique. Voici le cairn de Ptimont, un monument assez peu connu qui est pourtant une véritable perle du monde mégalithique. L'histoire néolithique du site s'étend de moins 4600 à moins 2700. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cairn, l'amas de pierre donc, n'est pas tout à fait le point de départ de son histoire. En moins 4600, le site était alors occupé par un tertre, c'est-à-dire un amas de terre artificielle construit par l'homme, destiné à renfermer un coffre funéraire. Une centaine d'années plus tard, en moins 4500, les bâtisseurs néolithiques y ont construit un premier cairn, et ça c'est un peu étrange puisque jusqu'à présent, on n'a retrouvé aucune trace de structure funéraire à l'intérieur. Le cairn sera étendu en moins 3800 et contiendra cette fois-ci un dolmen. Plus tard, en moins 2700, on a renforcé le parement pour y insérer deux nouveaux dolmens, dont seulement un a survécu. Ce qu'il y a d'intéressant avec ce lieu, c'est qu'il a eu une réutilisation intensive à travers les époques, c'est-à-dire qu'il a été occupé au néolithique ancien, qu'on a construit tous les cairns au néolithique moyen et récent. Il a été utilisé en tant que temple à l'époque gallo-romaine. Un marin sans emploi s'en est même servi comme abri en 1905. Et enfin, en 1943, les Allemands ont transformé le cairn en base militaire et y ont construit un bunker. Avant de vraiment rentrer dans le dolmen, on va s'attarder sur le portique, qui est pour le moins inhabituel pour ce genre de monument. Il a été restauré en 1930 et il s'agit plus que probablement d'un ajout ultérieur quand le cairn a été utilisé en tant que temple à l'époque gallo-romaine. Donc sur ce, on va aller visiter l'intérieur de ce tout premier dolmen. Le cairn de Ptimont a été fouillé pour la première fois en 1865 par René Gall et David de Cussé, en 1905 par Zacharie Le Rosic, puis entre 1979 et 1986 par Joël Le Cornec. Les premières explorations par René Gall et David de Cussé, ainsi que celles de Zacharie Le Rosic, ont révélé un marteau en diorite, 3 perles en calaïs, quelques pièces de bronze gallo-romaines, des céramiques, des percuteurs et une pointe de flèche.
Les fouilles menées par Joël Le Cornec ont permis de découvrir une très grande quantité de statuettes, toutes signées par le même potier gallo-romain. Les traces de son atelier ont été mises au jour en Ille-et-Vilaine et on y a découvert un four ainsi que des moules signés à son nom. On a donc pu retracer le parcours de ces statuettes d'Ille-et-Vilaine jusqu'à Petit-Mont. Pour en revenir à la sépulture, il s'agit d'un dolmen à couloir, dont la chambre est rectangulaire, et un dolmen à couloir, c'est souvent synonyme de sépulture collective. Le dolmen comporte 13 orthostates, dont la plupart sont gravés. Pour ce qui est des dalles de couverture, elles sont malheureusement manquantes puisqu'elles ont été détruites par la construction du bunker. Et d'ailleurs, une partie des dalles gravées que l'on voit sont en réalité des moulages réalisés par Zacharie Le Rouzic. On va maintenant examiner ces gravures en détail. On a donc des serpentiformes qu'on a pu croiser dans de nombreux dolmens, comme par exemple Manet-Carioned ou Kercado. Au niveau de leur interprétation, on a plusieurs pistes. Ce que l'on voit, c'est un objet qui ondule, ça c'est une certitude, mais ça pourrait être beaucoup de choses. De l'eau agitée, de la foudre, ou encore plus simplement des serpents. Et c'est plutôt vers cette théorie que les chercheurs vont se tourner. Ici se trouve une hache emmanchée et ses petits arcs de cercle, et retenez-les bien, parce qu'on en parlera quand on ira visiter le deuxième dolmen. Alors sur cette stèle, on va trouver des cupules. Les cupules sont des espèces de petites piqûres gravées intentionnellement dans la roche, de forme circulaire ou ovoïde. On en trouve bien évidemment au néolithique, mais aussi bien au paléolithique qu'à l'âge de bronze. Malheureusement, il est extrêmement difficile de connaître leur fonction ou leur signification, et il est assez probable que leur sens nous échappe à jamais. Ici se trouve un signe jugiforme interprété comme un oiseau en vol, une crosse, mais aussi une petite nouveauté. Cette paire de pieds qui, elle, ne date pas du néolithique, mais de l'époque gallo-romaine, lorsque le cairn a été utilisé comme un temple. Et on a gardé le plus intéressant pour la fin, cette sorte de cercle qui a été longtemps associé à la roue solaire, un symbole extrêmement répandu à l'âge de bronze. Mais depuis quelques années, son interprétation a complètement changé. Grâce à la lasergrammétrie, on a réussi à connaître les phases de gravure, et là, ça a été la surprise. Il ne s'agit pas d'un cercle divisé en rayons, mais de 17 triangles réunis en leur centre. 17 triangles qui représenteraient 17 haches polies disposées en cercle. Il semble qu'il y ait une forte symbolique dans ces objets disposés en cercle, puisqu'on a déjà retrouvé des haches polies disposées de la même manière, notamment près de la stèle d'Hébernon à Arzon, mais aussi un petit peu plus loin à Sarzeau. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que même à l'échelle européenne, les dépôts de haches polies sont un fait récurrent du néolithique, et elles sont même le plus souvent associées à des points d'eau. Retournons à cette stèle, puisqu'elle ne comporte pas que cette roue solaire, mais également d'autres motifs qui ont pu être étudiés. Grâce aux nouvelles techniques de modélisation 3D, on a pu retracer les phases de gravure de cette stèle. Dans un premier temps, ce sont les 17 haches polies qui ont été réalisées, puis un bateau seul, une embarcation avec équipage et ces motifs linéaires qui ont l'air de rappeler de l'eau en mouvement. Malheureusement, il est extrêmement difficile d'aller plus loin dans les interprétations, mais vous allez voir qu'on aura quelques pistes que l'on va explorer dans le prochain épisode.
On s'arrête sur les vestiges de ce dolmen qui était complètement détruit par le bunker. Il a fait partie du cairn auquel appartenait le dolmen qu'on vient juste de visiter. Malgré tout, on a quand même réussi à dégager les vestiges de 2 vases, mais qui étaient tellement en miettes qu'on a été dans l'incapacité de les reconstituer. C'est vraiment dommage parce que ce sont des pans de l'histoire du monument qu'on ne pourra plus jamais étudier. Et donc sur ce, on va visiter le tout dernier dolmen. On a donc ce bunker construit en 1943. Il était destiné à accueillir 20 soldats pour surveiller le littoral. Le petit mont étant situé sur un promontoire, ça en fait un point stratégique d'observation. Il faut quand même souligner que les archéologues du service des monuments historiques de cette époque ont tenté d'empêcher la construction du bunker, mais bon, comme on peut le constater, ça a été infructueux. Cette sépulture fait partie du 2e cairn à avoir été bâti et c'est l'une des orthostates brisées du couloir qui a permis d'identifier la sépulture. La chambre est plutôt pentagonale. Pourquoi cette forme? Eh bien, tout simplement pour pouvoir correspondre à cette grande dalle au sol. Après examen minutieux, on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une stèle idole en réemploi. Sa forme particulière a ensuite dicté les dimensions et l'aspect de la chambre. Comme ce dolmen a été fermé précocement par l'ajout des autres cairns, un certain nombre d'objets ont pu être préservés. De nombreuses céramiques et notamment un vase castellique. Le castellique est une tradition céramique qui s'étend du sud du Finistère à la Loire et qui s'étale entre -4500 et -3900. On les retrouve le plus souvent dans des lieux cérémoniels ou des sépultures. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, on pense qu'elles devaient avoir une fonction rituelle, sinon religieuse. Elles sont reconnaissables à leur motif particulier, en forme de feuilles, de serpentiformes, d'arcs de cercle, mais aussi de crosses, ce qui n'est pas sans rappeler les motifs présents dans le précédent dolmen. Quoi qu'il en soit, ces motifs se rapprochent de signes gravés dans d'autres sépultures, ce qui tend à confirmer leur fonction rituelle. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les décors peuvent rappeler les motifs présents dans d'autres cultures céramiques, telles que le chasséen. Le chasséen est une culture matérielle venue du sud et contemporaine du castellique. Maintenant, il est difficile de savoir si l'une vient de l'autre, si ce sont des échanges culturels qui ont amené à ces ressemblances, ou s'il s'agit de la matérialisation d'une pensée commune entre les deux cultures. Au niveau du mobilier lithique, il était assez peu abondant. On peut quand même noter la présence de 2 hachettes orientées à l'opposé l'une de l'autre. Et on peut fortement soupçonner qu'un rituel a été pratiqué parce que ça aurait été franchement un curieux hasard qu'elle se retrouve dans ces positions-là. Cette dalle est marquée par une crosse retournée, et ça c'est un peu étrange. Et d'ailleurs, si on regarde la forme de la dalle, on voit qu'elle ne va pas jusqu'à la dalle de couverture. Il s'agit donc d'un réemploi. Donc la dalle comporte une crosse qui est un signe qu'on connaît bien. Il y a eu plusieurs pistes d'interprétation, mais de nos jours, on pense à un bâton de jet qui est une arme préhistorique bien connue depuis le Paléolithique.
Ce bâton de jet aurait pu servir de symbole à une autorité politique ou religieuse, et puis au cours du néolithique, ces symboles de pouvoir se seraient transformés, passant de la crosse à la hache emmanchée. Un des arguments en faveur de ce changement d'objet de pouvoir, c'est qu'on retrouve sur de nombreuses parois gravées des symboles crosse transformés en hache emmanchée, comme si les symboles avaient changé au cours du néolithique. Ici, une embarcation avec équipage, 2 espèces de croix, de cruciformes qui ont l'air de rappeler des humains les bras en croix, mais également quelques cupules. Si vous voulez en savoir plus sur l'interprétation de ces signes, je vous renvoie vers l'épisode 8 de la saison 1 qui parle du travail d'interprétation des chercheurs. Ces 2 orthostates marqués par des arcs de cercle, vraiment typiques de l'art pariétal néolithique armoricain. Elles ressemblent beaucoup, elles aussi, au célèbre motif du cairn de Gavrinis. Mais là encore, je ne vous en dis pas plus, puisqu'on en parlera dans le prochain épisode. Et pour finir, dans le couloir, nous avons donc cette dalle de couverture qui est très abîmée comme les autres. On retrouve des crosses, des haches emmanchées, mais aussi qu'on appelle un écusson. Lui aussi fait partie intégrante du corpus de signes néolithiques armoricains. On le retrouve d'ailleurs sur la dalle de couverture du dolmen de Mané-Ritual, mais aussi sur la stèle aux crosses de la table des marchands. Si on l'observe bien, on regarde des petits renflements, ce qui pourrait aussi ressembler à des cheveux, ce qui lui a valu pendant longtemps la qualification d'idole. Mais de nos jours, les chercheurs sont partis vers une nouvelle interprétation. On y voit la représentation d'un symbole phallique. Cette dalle de couverture, tout comme le sol du dolmen, est en fait une stèle idole en réemploi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de nombreuses stèles érigées entre -4800 et -4300 ont été réemployées. Et donc c'est un phénomène que l'on observe partout dans la zone armoricaine, mais plus particulièrement dans le Morbihan. Ces ouvrages de stèles étaient des monuments pour les vivants, contrairement aux dolmens et tumulus. Qu'est-ce qui a donc poussé les bâtisseurs du néolithique à réemployer quasi systématiquement ces ouvrages de stèles? Plusieurs pistes ont été explorées au cours du temps. Alors, au tout départ, on pensait qu'il s'agissait d'un abattage volontaire, que par exemple, ces stèles aient été érigées en l'honneur de divinités liées aux récoltes, et que suite à une moisson catastrophique, ces mêmes bâtisseurs se seraient retournés contre elles. Ces stèles auraient pu représenter le culte de personnages vivants, et à leur mort, on aurait alors abattu ces stèles pour les intégrer dans leur tombe. Mais de nos jours, avec des moyens plus modernes, les chercheurs se sont rendus compte que les fractures étaient d'origine naturelle, et surtout qu'un séisme avait dû avoir lieu aux alentours de -4300. Mais ceci dit, ça n'en dit pas beaucoup plus sur la démarche de réemploi de ces grandes stèles. De nombreuses choses ont pu se passer au cours du néolithique, comme des changements d'iconographie ou une évolution des mythes, des événements qui bien évidemment nous échappent à jamais, mais c'est aussi ces mystères qui offrent un charme tout à fait particulier à la préhistoire. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve dans quelques temps parce qu'on vous concocte une petite surprise. Et en attendant, je vous dis à bientôt.